Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et j'accueille mes chroniqueurs de la deuxième heure, Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Stéphanie. Gilles. Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Stéphanie. Puis vous avez un confrère, Gilles Boutin, ce soir dans le studio. Nous recevons notre invité, donc Guillaume Perrault, rédacteur en chef des pages Histoire du Figaro, auteur d'un livre passionnant, Voyage dans l'histoire de France aux éditions Perrin, collection Tempus, qui vient de sortir. Voilà, pour ceux qui regardent la radio, puisqu'on peut la regarder, elle est filmée, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller sur le site Europe 1. Bonsoir Guillaume Perrault. Bonsoir Stéphanie. Alors, dans ce livre vraiment passionnant, extrêmement bien écrit, qui nous emmène dans l'histoire de France, vous proposez 15 récits historiques marquants, vous partez de Louis XIV. Alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait comme problème de santé, Louis XIV? Et alors, on va pas les décrire ici, parce qu'ils sont pas toujours faciles, ces problèmes de santé, et puis audibles à la radio, mais voilà, vous partez de là, vous allez sur l'histoire actuelle, contemporaine. Alors, on se dit finalement, quand on lit votre livre, qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le passé explique le présent. C'est-à-dire que j'ai une approche grand public de l'histoire qui, par tempérament, par nature, s'intéresse aux permanences et essaie de faire des comparaisons pertinentes, prudentes, parce qu'on peut aussi être abusé par des analogies un peu superficielles entre le passé et le présent. C'est une différence entre l'université et puis l'approche grand public de l'histoire. L'universitaire, il vous expliquera tout de suite qu'il ne faut pas faire de comparaison entre deux périodes. C'est dans sa méthode de travail. Il vous dira, si vous parlez de l'amour, il faut savoir que l'amour à l'Antiquité, au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Bon, nous, on s'autorise un peu plus de liberté. Et donc, j'essaye, en effet, d'éclairer le présent par l'histoire, lorsque la comparaison ne me paraît pas tirée par les cheveux, lorsque l'analogie me paraît s'imposer. Alors, grand public, mais très documenté, avec des sources contradictoires, fiables. D'ailleurs, vous expliquez en préface votre amour de l'histoire qui vient de l'école, de vos grands-parents et même des récits d'Alain Decaux. Vous insistez sur la mémoire collective, vous critiquez d'ailleurs la tendance contemporaine à oublier cette transmission. Pourquoi l'histoire est si importante ? Elle est si importante parce qu'elle est nos racines. Elle est importante, bien sûr, parce que les seuls éléments du passé avec lesquels nous avons un lien intime, c'est ceux sur lesquels nous avons eu un témoignage direct de nos parents et de nos grands-parents, comme moi, on a eu le bonheur de les connaître. J'en ai connu 3 sur 4 et je suis né en 1972. Le premier souvenir incontesté de mon grand-père, c'est dans un petit village de Creuse, la mobilisation générale. 1er août 1914. Il avait 6 ans. Et cet homme qui était mon grand-père, je l'ai bien connu, aimé, on était voisins dans le 11e. J'ai eu le bonheur de le voir pendant des années et je l'ai naturellement interrogé sur sa vie. Et évidemment, j'avais le sentiment que c'était très loin quand il me racontait ça dans les années 80. Mais j'avais en face de moi quelqu'un qui l'avait vécu. Et donc, j'étais relié à travers lui à tout le XXe siècle. Vous craignez l'effacement de cette mémoire collective, justement? Oui, absolument, parce que, et c'est la faute à personne, c'est le passage des générations, c'est la succession des générations. Eh bien, une date, par exemple, comme le 10 mai 1940, moi, c'est pas la peine de m'expliquer ce que c'est. Parce que toute mon enfance, j'ai entendu, même mes parents ont été bercés par, je rappelle que par ce fait, qu'est-ce qui s'est passé le 10 mai 40? C'est le début de l'offensive allemande à l'Ouest, c'est le début de l'invasion de la France en mai-juin 40 et l'effondrement de la Troisième République. C'est là ce qu'on va appeler la débâcle. Aujourd'hui, et ce n'est pas une critique, c'est un constat, vous interrogez un jeune Français de 20 ans qui a le bac mention très bien, vous lui dites 10 mai 40, il ne sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est. Il y a un problème de chronologie aujourd'hui. Il ne sait pas ce que c'est parce que on lui a appris ce qui s'est passé en mai-juin 40 en termes très généraux. Il n'est pas entré dans ce degré de détail et il n'a pas le rapport un peu émotif et sentimental, affectif à certaines dates. Et par ailleurs, la chronologie pêche beaucoup. Moi, j'ai été bercé par si vous voulez, une culture qui venait du Malais Isaac. J'ai eu de vieilles institutrices qui restaient fidèles aux méthodes de leur jeunesse et qui étaient parfaitement indifférentes aux polémiques qui, déjà à l'époque, secouaient l'éducation nationale sur l'enseignement de l'histoire. On est au début des années 80 à Paris.
eh bien, il y avait de grandes frises chronologiques sur les murs. Il y avait la succession des régimes, les révolutions, les traités, les guerres, et ça nous permettait de nous repérer dans le temps et même dans 2000 ans d'histoire, on peut le dire. On se l'appropriait, on ne se sentait copropriétaire de cette histoire et on pouvait s'orienter dans le temps. C'est ça qui était formidable. J'ai eu cette chance-là. J'ai l'impression que mes cadets n'ont pas eu cette chance, alors qu'elle permet de se sentir bien dans ses baskets au début de sa vie. Gilles Boutin, vous êtes dans le même journal. D'ailleurs, on a vu certains de ces récits déjà dans le Figaro. Vous êtes d'accord, vous partagez avec votre confrère Guillaume Perrault cette passion de l'histoire et cette importance de transmettre cette mémoire collective? Je partage totalement cette sensibilité sur la transmission de l'histoire et sur la façon de la raconter. Et ce qui m'amène d'ailleurs à une question centrale qui est sur la transmission. Quelle est, Guillaume, selon vous, la meilleure manière de transmettre cette histoire? Parce que on est face, pour vous caricaturer, peut-être pas d'ailleurs, à deux grands blocs. C'est-à-dire, il y a les partisans de ce qu'on appelle le roman national, qui a vocation à stimuler, on va dire, une fibre et à un certain romantisme peut-être, face aux partisans d'un enseignement beaucoup plus sociologique, qui mettent en avant les inégalités à toutes les époques, et aussi les enseignements dits transverses entre la géographie, l'histoire et pourquoi pas le français ou les mathématiques. Face à cela, quelle est selon vous la meilleure manière de transmettre la connaissance historique? Tout dépend de l'âge de l'élève que vous considérez. Historiquement, sous la Troisième République, ce qu'on a appelé avec un peu de dédain après coup le roman national a eu de grandes vertus. C'était fait par un monsieur qui s'appelait Lavis, qui était le maître d'œuvre des programmes à partir des années 1880. Ça a imprégné les programmes scolaires jusqu'à l'entre-deux-guerres compris. Et ça avait pour but de cimenter la nation. C'était ça l'idée. C'était que l'histoire devait cimenter la nation, créer du commun autour d'un projet patriotique et civique. L'histoire de France y contribuait, la géographie aussi, il y avait des cartes Vidal-Lablache qui étaient installées au mur et tous les Français apprenaient la liste des départements, ils étaient incollables sur les chefs-lieux, le cours des fleuves et tout ça. C'est pour ça qu'il y a ce lien très fort entre l'histoire et la géo qui nous paraît normal, mais il n'existe pas au même degré dans d'autres pays. Il vient de notre histoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le roman national, parce que c'est vrai qu'il y avait des partis pris, des choses qui ont un peu vieilli parce qu'elles étaient sous-tendues par un patriotisme un peu exalté, sans nuance, parce que il fallait effacer l'humiliation de 1870 et le traumatisme de la Commune. Donc un pays qui ne s'aimait pas et à qui il fallait redonner une fierté collective. En soi, c'était un projet noble. Jean-Michel Savatant. Guillaume, moi j'ai une question qui s'adresse à la fois à l'historien et aux journalistes. On parlait tout à l'heure des comparaisons entre les époques. Si aujourd'hui il fallait comparer l'époque actuelle avec une autre époque de l'histoire de France, quelle serait cette autre époque qui vous semblerait la plus intéressante par comparaison à la nôtre? Alors, c'est une époque qui n'est pas très connue, c'est la fin de la Révolution, ce qu'on appelle le Directoire. Entre 1795 et 1799, où il y avait un gouvernement qui était assez faible et qui devait sans arrêt se garder sur sa gauche et sur sa droite d'un coup de barre trop brutal. D'un côté, c'était la droite, c'était les royalistes qui voulaient un retour à la monarchie constitutionnelle, qu'ils espéraient constitutionnelle. Sur la gauche, c'était les néo-jacobins et ceux qu'on appelait donc ces conventionnels, les rescapés de la terreur, avaient d'abord pour but de survivre, de rester au pouvoir et il naviguait au plus juste. Ça s'est terminé par le coup d'État de Bonaparte en 1799. Le coup d'État de Brumaire. C'est là que la comparaison s'arrête. La comparaison va peut-être s'arrêter au seuil de Brumaire. Guillaume Perrault, en tout cas, on découvre pas, mais enfin, vous nous rafraîchissez la mémoire. On se rend compte que dès Louis XIV, l'État emprunte, les déficits sont transmis aux successeurs. C'était les guerres coûteuses. Mais enfin, c'est vrai que rien n'a changé sous le soleil. En fait, l'endettement du pays, l'endettement de la couronne, de l'État, a commencé au début du XVIe siècle pour financer les guerres d'Italie, et puis ça n'a pas cessé. Et au XVIIe siècle, sous Louis XIV, ça a atteint des proportions folles, et c'est pour ça qu'il y a l'expérience malheureuse de John Law, qui réussit à vendre, si j'ose dire, aux régents, après la mort de Louis XIV en 1715, des projets de modernisation monétaire faramineux. Il fait tourner la machine
machine à billets. C'est une première expérience de la banque en France. Et ça se finit par un désastre. Il y a beaucoup de gens qui perdront des plumes dans cette affaire. Sauf qu'à l'époque, il n'y a que les pauvres qui payent, puisque la noblesse et le clergé ne payent pas d'impôts. Bon, ça a quand même un petit peu changé. Oui, c'est bien sûr, ça a un peu changé, mais rappelons quand même que la Révolution française a pour principale cause l'endettement de l'État. L'impossibilité de l'État de faire face à ces échéances, parce qu'il ne pouvait plus payer les créanciers. L'État a suspendu le paiement des intérêts de la dette en 1788, et Louis XVI convoque les États généraux dans l'espoir de lever de nouveaux subsides pour payer les intérêts de la dette. Et dans les gens qui prennent la Bastille, il y a des créanciers de l'État qui ont peur. Il y a des créanciers de l'État qui ont peur de ne plus être payés. On les appelle les rentiers parce qu'ils ont une rente. Le mot, une rente, c'est tout simplement une créance sur l'État. Le mot n'est pas péjoratif à l'époque. Jean-Michel Salvatore, vous êtes un passionné d'histoire, vous ? Bah oui, bien sûr. Vous avez une époque préférée aussi ? Moi, j'aime bien le 19e. J'aime bien le 19e. La révolution industrielle. Pour quelle raison ? Parce que finalement, je trouve que c'est là où tout s'est créé. Surtout, quand on regarde un petit peu l'histoire des villes comme Paris, etc. C'est vrai que c'est extrêmement frappant de voir à quel point finalement ce siècle-là a été très structurant pour l'économie, pour l'urbanisme, pour les modes de vie. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Alors, vous racontez aussi, Guillaume Perrault, comment le modèle social se met en place, notamment les régimes spéciaux des retraites qui datent aussi de Louis XIV. Ça, j'avoue que je m'en souvenais plus bien, mais c'est vrai que voilà, ça se développe après et vous montrez la difficulté qu'ont les gouvernements successifs à revenir sur ces acquis sociaux. Vous citez Charles de Gaulle, vous dites le désir, il dit plutôt, Charles de Gaulle, le désir du privilège et la passion de l'égalité, passion dominante et contradictoire des Français de toute époque. Tout est dit. C'est très bien résumé de sa part. En effet, il avait tout compris. Il avait dit ça. D'ailleurs, c'est un écrit de l'entre-deux-guerres. C'est avant même qu'il devienne président de la République qu'il écrit ça. Et en effet, les régimes spéciaux, c'est-à-dire des régimes de retraite soumis à des conditions particulières et plutôt plus avantageuses que les autres en France, date de Louis XIV. C'est d'abord pour l'armée. C'est d'abord les soldats. C'est contemporain de la création de l'hôtel des Invalides. Et c'est dans le même esprit de protection des bons serviteurs de l'État. Mais quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que à peu près au même moment, Louis XIV crée des pensions de retraite pour les danseurs de l'Opéra de Paris. Absolument. C'est-à-dire que les régimes de retraite de l'Opéra de Paris datent de Louis XIV. Donc vous voyez que ça remonte très très loin. Pourquoi ? Parce que la monarchie absolue était aussi un spectacle. Il fallait se donner en spectacle au sujet. Et il fallait que le roi se montre à ces sujets. Et donc, c'était une politique publique, l'Opéra de Paris, au même titre que l'armée. Donc, on en prenait soin. Et au XVIIIe siècle, vous avez ces régimes pour des fonctionnaires civils. On n'employait pas ce terme encore, mais c'était bien l'idée, qui se mettent en place. Et la Révolution, comment dirais-je, hérite de ce problème. Ils vont essayer de les supprimer, puis ils vont faire machine arrière parce qu'il y avait déjà des droits acquis qui se défendaient fortement. Gilles Boutin, oui. On a l'impression qu'il n'y a pas d'époque dans l'histoire de France où il n'est pas question de dette et de déficit. Est-ce que c'est un mal pathologique français ? C'est un mal pathologique depuis le XVIe siècle. Depuis que et pas d'avant également, lorsque les rois devaient je ne crois pas parce que la guerre a coûté de plus en plus cher et parce que l'État français, la monarchie, n'a pas su se doter d'un régime fiscal, d'un système fiscal, comparable à celui de l'Angleterre et d'instruments comme une banque centrale. La banque centrale, elle est créée. La Banque d'Angleterre, elle naît au tout début du XVIIIe siècle en Angleterre. Et ça va être un instrument puissant que l'Angleterre va avoir à sa disposition dans sa lutte pour la suprématie européenne face à la France de Louis XV. La France de Louis XV, elle n'a pas cet atout. Elle est obligée de bidouiller. Elle se met dans les mains d'entrepreneurs privés à qui elle concède la perception des impôts. C'est ça, c'est pas des fonctionnaires de l'État qui perçoivent les impôts. La Gabelle est un très bon exemple. Et donc ces entrepreneurs privés se sucrent au passage et ils finissent par rendre prisonnier de leurs exigences l'État lui-même. Guillaume Perrault, le temps file. Finalement, dernière question, dans vos récits, on se rend compte que l'incertitude, la peur du lendemain est quasi omniprésente, parce qu'on a toujours l'impression que c'est pire maintenant, mais enfin ça a toujours été pire, si j'ose dire.
Oui, sauf exception. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est qu'au 19e siècle, on était soutenu par l'idée d'un progrès, quand même. Il y avait une foi en l'avenir à cause du progrès et le sentiment d'une continuité entre le présent, le passé et le présent. Et aujourd'hui, le passé s'est détaché de nous, on a plus de mal à le comprendre et le futur nous fait peur. Et on vit sous le régime du pur présent. Ça me paraît un trait d'époque. Merci Guillaume Perrault. Je rappelle cet excellent livre Voyage dans l'histoire de France aux éditions Tempus. C'est vraiment passionnant et d'ailleurs à lire à nos enfants qui ont du mal à apprendre l'histoire à l'école. Merci Guillaume Perrault. Merci.